Donc deux sujets ce soir, deux présentations, on n'a pas de quickie ce soir. Deux présentations, une première en fait que Mehdi et moi allons présenter sur un retour d'expérience sur un gros projet Angular Java. Alors gros projet, tout est relatif, on verra un petit peu dans les détails, mais voilà, l'idée c'était de vous faire part de vécu en fait sur, on entend beaucoup parler, choses autour d'Angular. Et puis Maxime qui va nous présenter WebSocket avec ASCII Doctor. Attention. Donc voilà, donc en tout cas, un sujet assez intéressant quand écrire de la documentation devient intéressant. Je pense que c'est toi qui as rempli la salle en fait. Ok. Donc, moi, je sais pas comment de toute façon, on va rester debout. Donc, premier sujet, donc un gros projet Java, Angular. Donc, on entend parler de plus en plus d'Angular. Donc, l'objectif, c'est de faire vraiment un retour d'expérience. C'est pas du tout de vous expliquer qu'est-ce qu'Angular. Enfin, pour ceux qui sont venus voir ce qu'était Angular, c'est loupé. Il y a pas on n'a pas démarré Eclipse. Ça met trop de temps à démarrer en plus. Mais l'idée, c'est vraiment du retour d'expérience sans rien cacher, en toute transparence, les bûches qu'on s'est prises, parce qu'on s'est pris des bûches. Que ce soit du côté Java, que ce soit du côté Angular. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience. On va se présenter mutuellement, on va se présenter rapidement. On va resituer un peu le contexte projet, en fait, voir un petit peu combien de jours, combien de lignes de code, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui nous a amené à ça, pour que vous puissiez aussi faire un parallèle avec vous, les projets que vous connaissez, et essayer de voir si finalement chez vous c'est possible, c'est pas possible. L'idée c'est surtout c'est pas du tout de vous dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Nous, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses où on s'est planté, qui sont souvent liées à d'autres contextes. Donc l'objectif sur la présentation du projet, c'est de vous donner plus d'éléments de contexte en fait pour que vous puissiez rapprocher vous de vos éléments. Et puis bien sûr, la partie retour d'expérience. Donc une première partie où on aura un peu le choc des cultures. Un peu de fight, ouais, c'est les jeunes contre les vieux. Et puis voilà, quelques slides en fait sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors moi je m'appelle Mehdi Ben Mokhtar. Ça fait 2 ans que je travaille chez NetApp6, essentiellement au forfait, que au forfait. Je suis plus sur les technos JS, CSS, HTML, un peu de Java aussi, accessoirement. Je suis obligé de travailler comme les vieux. Voilà, tout ce qui est web, nouvelles techno, on laisse les trucs pour les vieux. Alors moi je suis un vieux. Je sais pas si tout le monde connaît ce logo-là. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont commencé leur carrière en programmant avec Visual Basic 1.0 sous MS-DOS. Ouais, il y en a sûrement. Il y en a qui ont peut-être réinstallé une vieille VM pour voir à quoi ça ressemblait. Donc en tout cas, ouais, moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années la programmation. J'aime bien le code, j'aime bien les technos, et puis j'aime bien les utilisateurs. Donc après, en fait, au bout d'une vingtaine d'années de techno, en fait, vous n'avez plus vraiment de chapelle, ni de religion. Enfin, en tout cas, je fais partie de ces gens qui essayent de se focaliser plus sur la valeur créée, en fait, que sur la techno en tant que telle. J'ai travaillé pendant très longtemps dans des environnements Microsoft, pendant longtemps dans des environnements Java. Là, je suis obligé avec le petit jeune de me mettre au JavaScript. Mais autrement, et puis on n'a pas fini, hein, il nous reste encore... je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé pour la retraite. Ouais, enfin, surtout toi. Donc en tout cas, voilà, un peu beaucoup de techno au compteur. Alors, pour mieux comprendre le contexte du projet en fait, dans lequel nous avons évolué, on va vous donner quelques points d'accroche. Donc le premier point d'accroche au départ, c'est un client. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Nous, chez NetApp6, on est une SS2I, donc on a besoin d'un client pour financer le projet. On travaille toujours en fait sur des besoins avérés.
On ne réfléchit pas à qu'est-ce qui pourrait être bien un jour au cas où il y a quelqu'un qui appelle. On travaille par rapport à une expression de besoin. Donc l'expression de besoin, je vous passe le métier, en fait, c'est autour de l'agroalimentaire. Finalement, le contexte métier n'est pas hyper important. Ce que voulait le client, c'était une expérience utilisateur riche, en fait. Il voulait faire quelque chose d'assez différent de ce qui se faisait déjà sur le marché. Donc sur le marché, en fait, il y avait des bonnes vieilles applications en VB. Alors c'est pas du VB, c'est du je sais même pas quoi. Enfin, des trucs assez moches avec des écrans grisâtres, etc. en client-serveur. Donc le client, lui, voulait une expérience web, une expérience utilisateur assez riche, quelque chose de joli, de fun, enfin pas de fun parce que c'est pas super fun l'agro, mais en tout cas quelque chose qui donne envie et qui soit agréable pour l'utilisateur. Il voulait mettre en musique un métier assez complexe. En fait, on travaille sur un métier qui est assez complexe. En fait, c'est pas juste un petit workflow avec 5 états et puis on enchaîne 3 écrans et un CRUD. Donc il y a vraiment une réalité métier, même des métiers assez complexes. Il souhaitait une sortie de la V1 assez rapide et puis également, en fait, libre choix technologique, c'est-à-dire faites comme vous voulez, on vous suit. Donc là, en fait, on n'a pas un cadre normatif. On a certains clients, je pense à certains ministères ou certaines grandes administrations, où on travaille ce qu'on appelle avec un cadre normatif. Donc vous avez du Struts 1, 3, 9, et puis voilà, c'est là où il dit qu'on est vieux. C'est quand on... Et puis, on a d'autres clients, en fait, où la relation de confiance est assez différente. Ils ont une liberté assez large sur les technos, et donc choisissez. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est une expérience riche, un métier complexe mis en musique, et puis surtout, en fait, une sortie rapide de la V1. Alors pour l'équipe, Java. On a des jeunes, mais ils font aussi du Java. On fait essentiellement du forfait, donc on est habitué au projet en forfait, peu de régie. Mais voilà. On a fait quelques projets avant ce projet-là, stateless, où on essayait d'abandonner un peu les trucs de vieux, les sessions, les trucs un peu lourds, où on était quand même habitué à tous ces trucs-là, donc rupture protocolaire quand même avec ce qui se faisait. Donc Thread, Cybernet, tous les trucs avec les sessions, Spring MVC, bon, on a commencé le stateless, après on est parti un peu plus loin. Et donc très rapidement, en fait, le client nous demande quelques maquettes, quelques écrans pour le convaincre. Lui, pour convaincre en fait ses services décideurs ou ses financiers, enfin, en tout cas besoin d'avoir du concret à montrer très vite. Et là, ça faisait un petit moment que les jeunes me tannaient, ouais, tu devrais voir, il y a Angular, il y a Ember, il y a machin. Donc un week-end, j'ai installé tout ça. En fait, j'ai galéré. Et, mais il n'y avait pas Eclipse, donc c'était plutôt simple. En fait. Et donc, j'ai rien contre Eclipse, hein. J'adore. Et en tout cas, voilà, en fait, des premières maquettes qui sortent très rapidement. Alors vous reconnaissez les layouts Angular, les layouts Bootstrap. Donc en fait, on prend du Bootstrap, on prend de l'Angular, et très vite, en fait, on fait des écrans. C'est assez magique. Mais le premier contact, Manu, tu as eu le même quand tu as fait le site du Nanjug, en fait, tu t'y es mis un dimanche matin, et très vite, en fait, on produit en fait des choses, on n'a pas besoin d'un serveur machin, mes genoux, d'un pomme, d'un truc, d'un bordel, etc. C'est très vite, en fait, avec Angular et Bootstrap, on produit des écrans, on produit des formulaires, et on a l'impression d'être dedans. Enfin, en tout cas, on projette assez rapidement. Ouais, t'as bossé aussi, mais c'est sur la page slide que t'as bossé. Donc, en tout cas, on produit des écrans. Donc là, vous voyez, on a intégré des calendriers, on a intégré, etc. Donc, il n'y a rien qui est livré avec Angular ou avec Bootstrap pour présenter un calendrier. Par contre, vous prenez un composant à droite, un composant à gauche, boum boum, vous assemblez. Ça va très très vite, en fait, pour proposer de la valeur. Alors, bien entendu, ça revient un peu à faire du JPEG. C'est que derrière, le client, il dit « Ah, bah c'est bon, c'est fini ». Non, c'est juste des maquettes, c'est assez interactif, donc c'est joli, c'est propre. Donc, de toute évidence, en fait, ce bootstack, il avait un peu raison quand même, c'est que c'est simple, c'est puissant, c'est hyper productif en fait, on avance vachement vite et on projette rapidement le client. Par contre, de là à faire un projet au forfait, alors pour ceux qui, pour repréciser, un projet au forfait, vous vous engagez au départ sur les délais, les coûts et un niveau de qualité. Donc en fait, quand on part sur 400-500 jours, l'approximation, c'est entre 200 et 250 000 euros, et vous dites, c'est bon. Et on vous livre le X, et de toute façon, c'est forfaitaire. Donc si vous dépassez le périmètre, si vous explosez le budget, etc., c'est pour la pomme de celui qui a pris l'engagement. Donc, pour le prestataire. Donc,
On n'en avait jamais fait, quoi. Hein. Mais ça paraissait assez séduisant. Donc, on a retenu une stack technique. Alors pour la stack, bon, côté back-office, enfin back-end, on est resté sur ce qu'on connaissait. Déjà que bon, on allait partir sur des nouvelles techno, il n'aurait pas apprécié que je lui parle de Node.js ou pas. Et petit à petit. Donc on a utilisé String, bon je connaissais pas mais... String est pas mal, j'ai pas corrigé. Donc MySQL pour la base de données classique, JPA Hibernate, Spring et enfin pour exposer le service REST on a décidé de rester sur du Spring MVC. Il y a mieux, il y a plus léger, il y a plein d'autres choses, mais c'est ce qu'on connaissait, c'était assez simple à mettre en œuvre pour nous et ça nous permettait quand même dans le cas où Angular ça monte pas en charge ou ça ne nous correspond pas de revenir en arrière sur une JSP ou autre. On est encore sur Angular, ça va. C'est que ça va. Bon, puis côté front, HTML, CSS, JavaScript, AngularJS et Twitter Bootstrap pour la présentation parce que c'est rapide, c'est joli et c'est facile à mettre en œuvre. Voilà. Pour la stack, on a beaucoup moins de lignes de code en JS qu'en Java. On est sur 10 000 lignes de code à peu près en JS. Bon, c'est des métriques approximatives, hein, les accolades, les trucs. En Java, on est sur 85 000 lignes. Pourquoi les gens ils font du Java? Je sais pas. On aurait pu faire la même chose. Ouais. Bref. En tout cas, ce que précisait Mehdi, en fait, sur, là c'est plus le vieux loup en fait, qui veut pouvoir faire demi-tour si jamais, vu qu'on n'a jamais fait de projet Angular de notre vie. Le choix de Spring MVC, c'est au cas où, en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça se révèle une catastrophe et qu'on ne soit pas capable de mettre en place des écrans, au moins la partie ici est parfaitement réutilisable. C'est-à-dire que derrière, on recolle des JSP avec du modèle et c'est reparti, en fait, on pouvait coller des JSP. Donc on s'est laissé ce choix-là. Et donc, c'est ce qui explique, entre autres, le Spring MVC. C'était pour pouvoir revenir, si jamais, parce que le projet, on s'est engagé, donc de toute façon, il fallait le mener au bout. Donc, il y a quand même eu un choix un peu conservateur pour pouvoir faire demi-tour et pas tout jeter, si jamais continuer à capitaliser sur la partie métier. Et également, en fait, on avait besoin d'une compatibilité IE8. Je précise, c'est souvent un truc, un empêcheur de tourner en rond, donc IE7, bon, on a laissé s'endormir doucement, et on a une compatibilité IE8, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors, je pense que les perfs de l'appli sont pas exceptionnels sur IE8, ça marche très bien sur IE10, IE11, et sur IE8 c'est un peu galère, mais bon. Au niveau de l'équipe, on l'a tracé autour de 5-6 personnes, chef de projet technique, développeur, et puis un vieux qui fait des trucs de jeunes, pour continuer, pour porter un peu l'effort. Est-ce qu'il faut s'engager aussi aux côtés des jeunes, ils ont besoin de soutien de temps en temps. Donc voilà pour le contexte du projet, la stack technique, les choix, l'équipe, l'organisation de l'équipe, et puis où est-ce que nous devons aller. Voilà le contexte projet. Donc ça, je pense que ça vous permet, vous aussi, de voir un peu dans les contextes dans lesquels vous évoluez, et si vous êtes sur un bon vieux projet Struts. Oui. L'équipe, c'est fonctionnement agile ou cycle en V ou... Alors oui, je ne vais pas rajouter, excuse-moi. Ouais, c'est agile en fait, relativement agile. Il faut savoir qu'en SS2I, agile, ça n'existe pas. Enfin, pardon. Il ne faut pas le dire à nos clients, mais en tout cas, ça existe un peu, ou beaucoup. Nos clients étaient là plusieurs fois par semaine dans nos locaux, sur des demi-journées entières. Vaut mieux, il n'avait pas fait de spec. Donc c'était plus pratique, mais en tout cas, oui, c'était, il y avait une validation, des allers-retours en fait permanents. Enfin, c'était, et ça l'est toujours. C'est toujours très proche. Pour pallier en fait au non-spec ou au spec assez mouvante en fait qu'on a toujours. Voilà. On a deux options, c'est soit on résiste, soit on accompagne le mouvement. On a préféré accompagner le mouvement plutôt que résister au changement. Alors donc retour d'expérience. L'objectif là, c'est on l'a organisé en deux parties. Une première partie en fait où on présente un peu le choc des cultures, les vieux, les jeunes, les Java, les pas Java, les autres.
Et puis également, en fait, les endroits où on s'est pris les pieds dans le tapis, ce qui n'a pas marché, et ce qu'il a fallu corriger, bien entendu, parce que le projet, au final, marche. Et puis les points, en fait, qui ont bien marché, les choix, en fait, qu'on a fait au départ, ou des choix qui sont faits au fur et à mesure, et qui, du coup, portent leurs fruits. Encore une fois, c'est ce que j'explique ici, c'est ce qu'on explique, c'est on n'a pas de vérité, hein. C'est juste du vécu sur un projet. Il y a d'autres membres de l'équipe qui sont dans la salle, c'est juste du vécu sur un projet, c'est du ressenti. Donc c'est pas du tout en fait la vérité absolue pour faire un projet et que ça marche. C'est voilà. Développeur, Ça marche. ça marche. T'as pris la culotte rouge ou la culotte blanche? À mon avis. Choc des cultures. Nous en Java, c'est carré, c'est objet. Nous aussi, hein. C'est différent, mais. Sur la partie CSS, nous on écrit du style, on écrit des classes, on met tout ça dans un fichier et puis ça marche bien. En fait, on écrit des longs fichiers de style, tout le monde en a, des longs fichiers de style, on ne sait plus trop à quoi servent les premières lignes. Il y a un mec qui a mis body machin, truc, on sait rien, mais en tout cas, plein de fichiers de style. Et vous? Bah, nous, on touche à rien. Nous, on utilise Bootstrap et on le laisse faire. Ouais. On le fait très bien. Ouais, ça paraît pas mal. En Java, c'est hyper carré, quoi. Les projets, en fait, c'est millimétré, il y a des privates, il y a des trucs, il y a des machins, je veux dire, il n'y a pas un attribut qui déborde, quoi. Je fais ce que je veux. Ouais, vous, c'est plus... Ah bah, c'est un peu plus libre. Ouais. Si je veux pas déclarer une variable, je suis pas obligé. Et nous, en fait, on met tout le paquet sur la peinture. À chaque fois que l'utilisateur vient, on repeint toute la page. À peu près. On recalcule tout, presque le menu, le truc, le machin. Tout, hein. La peinture, on a des lignes de peinture. Et vous? Nous, on change les données, on bind, on modifie en live, on vous recharge des petits bouts comme ça. Ouais, pas de peinture alors? Non, pas trop. Non. Plus pinceau que Si, la rouleau. première fois, Ouais. on met un coup de rouleau, puis après, on peaufine quoi. D'accord. Nous, avec jQuery, on peut faire ce qu'on veut dans le DOM. Même n'importe quoi si on veut. Les spaghettis, c'est nous. Hein. jQuery comme on veut. Je veux dire, on le maîtrise, on le met dans tous les projets qu'on veut, et en plus, on fait ce qu'on veut. Quoi. On bousille le DOM si on veut. On a le droit. C'est un truc pour les gueules, DOM, non? Ouais. Moi, j'y touche pas. Moi, je le laisse comme ça. Donc avec Angular, vous touchez pas au DOM. Non. C'est le DOM qui vient nous donner les données, nous populer les données. Nous, on s'occupe de rien. D'accord. On touche pas au DOM. D'accord. Bon, nous sur Java, en tout cas, on a des POJO avec des privates, des getters, des setters, des annotations. Ça, c'est. On écrit beaucoup de code pour ça, par contre. Moi, j'ai un petit objet JSON, c'est des trucs entre deux accolades là. Des méthodes? Non, c'est des petits trucs en JSON là, juste deux accolades et des propriétés. Ouais, c'est pas mal ça. C'est- Ouais. Je suis pas obligé de générer des getters, des setters. Je peux avoir un IDE. Ah, tu les génères, toi? Moi, je les tape. Ouais, c'est moins chiant parce qu'il ne connaît pas le générique. Ouais, des fois, il ne sait pas si c'est une HMAP7 tree border ou si c'est une border tree H7. Bon, nous, en tout cas, dans tous nos projets Java, on a du stateful. Le truc, tu reviens, 10 ans après, ta session, elle est toujours là, tu as tout le temps ton lazy loading Hibernate, parce que ouais, on fout la session Hibernate dans la session HTTP, c'est plus pratique pour retirer les objets, parce que sinon, ça fait des fails ou lazy exceptions. C'est blindé, tu reviens 15 ans après, toujours ton truc. Tu vois qu'il y a des sourires, il y en a qui tirent aussi des trucs comme ça, ou qui rament sur le projet de collègue. C'est quoi lazy exception? Tu verras, t'es quelque part. Un jour, tu seras vieux. Moi, je touche à rien. J'ai tout ce qu'il faut à chaque fois, je vais chercher ce qu'il faut. Je touche à rien. Tu touches, hein. C'est plus simple. Mais ouais. Nous, on a max de return. On demande quelque chose, on l'a tout de suite. Je demande un objet, je l'ai. Je demande un service, il me renvoie la liste. Direct. Moi, j'ai des callbacks, je lui demande et il me le renverra quand il aura le temps. Ouais. Le callback. Fais gaffe, ça s'appelle future en Java, je crois. Ça nous arrive. Seulement? Ça vous arrive ça? Ouais. Ah bah, il y a du copier-coller.
Ouais, c'est blindé cette presse. Pesant derrière en vidéo, toi. Ouais. Moi, côté Java, j'ai un IDE qui est au top. Il embarque Maven, il sait pas faire de HTML. Ouais, par contre, il embarque Maven. Hein. J'ai Maven dedans, bon, il sait pas faire des balises HTML. Ça, c'est pas grave, mais en tout cas, il embarque mon Maven. Ça, c'est. Je build dedans. Moi, j'ai un truc au top aussi. Hein. Ouais. Il sait faire du JavaScript, il sait faire du HTML. Et même ton Maven, je suis sûr que je peux le faire. Bon, donc vous l'aurez compris, en tout cas, c'est gros changement, en fait. Il y a des choses, en fait, qu'on ne faisait pas du tout. Enfin, moi, effectivement, qui vient du client-serveur, fin des années 90, je suis passé aux applis dites web. Et puis là, en fait, on arrive à un autre tournant, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, en fait, en un peu plus vieux de la vieille, un autre tournant, en fait, dans la manière de faire les applis. Quelque chose qui est, on va revenir un peu plus en détail, mais très porté sur la valeur métier. En fait, on oublie une partie de la techno. Il y a des trucs techno, il y a des choses technologiques, il ne faut pas les oublier. Mais en tout cas, il y a autre chose, en fait. C'est pas juste de l'appli web. Il y a vraiment des choses, en fait, c'est pas juste, en fait, une servlette, une appli en servlette avec des JSP. Il y a vraiment un tournant, en fait, dans la manière de faire les applis. Alors, on verra si ça prendra, si ça prendra pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une autre manière de faire les applis. Donc nous, on est agile, tu posais la question. Hein. On sait faire tenir un éléphant sur une planche de surf. Nos succès, nos failures. Bon, alors déjà, le premier, c'est... J'ai arrêté de démarrer Eclipse. Ça, c'est le premier succès. Maintenant, j'utilise Sublime Text, qui fait très bien pour le HTML, JS, le CSS, même un peu de Java, mais bon, vu que je touche pas au Java, j'évite quand même. Ouais, ça, c'est une failure. Et puis voilà, puis on a des petits outils, alors on va dire la correction, la validation syntaxique. Alors on a JSint, on a des outils un peu mieux aussi, on a LiveReload qui nous recharge le navigateur à chaque save. Et tu fais partie du groupe, j'ai arrêté F5 Non, CTRL SHIFT F5, CTRL, est-ce qu'elle m'a donné à l'arrivée? Ouais. Moi je le laisse et il me recharge tout tranquillement. Ouais. Donc effectivement, en succès sur le projet, en fait, on a trouvé un ensemble de briques pour faire l'IDE, en fait. Très clairement, développer du JavaScript et du HTML dans Eclipse ou dans autre chose, bon, c'est pas super. Sublime Text est vraiment un très très bon outil. En fait, simple, efficace, il ne faut pas installer trop de plugins, mais c'est un peu comme tous les IDE, en version assez light, en fait, et avec quelques bons plugins, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, moyen de produire du code efficacement. C'était une problématique, c'est que Notepad, bon, ça peut être sympa, ou bloc-notes, ça rappellera des souvenirs. Il y a certains qui nous ont expliqué qu'il y avait autre chose que bloc-notes pour faire du Java. C'était il y a très longtemps. Merci Pierre-Yves. Mais en tout cas, voilà, il y a un ensemble d'outils pour éditer le code, en fait, très efficace, donc ça c'est top. Organisation. Oui, je t'en prie. Vous avez utilisé Yeoman pour la partie? Non, surtout pas. Non, alors, Yeoman, en fait, pour moi, la problématique, c'est que je voulais qu'on maîtrise ce qu'on écrive. C'est-à-dire que le truc qui te le génère tout seul, c'est sympa. On n'avait pas une vision sur le métier sur les 15 semaines qui allaient venir. Donc le modèle métier, on ne le maîtrisait pas au départ. On l'a découvert, on l'a exploré au fur et à mesure, on l'a construit au fur et à mesure en fonction des stacks. On était en agile, donc on ne le connaissait pas. Pour Yeoman, en fait, c'est quelque chose qui vous génère du code, en fait. Ça vous génère, en fait, votre stack de départ. Vous lui dites, voilà, j'ai un client, une facture, des lignes de facture, de la TVA, du truc, du machin, boum, boum, boum. Ça vous génère les contrôleurs, des bouts d'écran, les crudes, en fait. C'est le Maven du JavaScript. Comment? C'est le Maven du JavaScript. Ah non. Plus un peu un... Alors, on va présenter après la partie Maven du JavaScript, en fait. C'est dans les slides après. Mais Yeoman, en fait, enfin, la partie génération de code, en tout cas, moi, je le connais pour ça, ne m'intéressait absolument pas. Je voulais qu'on maîtrise ce qu'on écrivait, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait écrire. Enfin, on ne connaissait pas le métier, et deux, découvrir la techno. Donc pour moi, c'était hyper important qu'on sache ce qu'on écrit quand on écrivait un contrôleur. Bah, c'est bien quand il est généré, putain, pourquoi en 8e argument, il mettait le truc? Donc on l'a volontairement écrit, en fait. Ouais. En tout cas, oui, voilà, le tour, moi je l'avais exclu, on l'avait exclu assez rapidement.
Alors, une des failures sur le projet, ça a été l'organisation de l'équipe au démarrage. On s'est dit, putain, c'est cool, il y a des mecs qui font du JavaScript, là, ils poussent les petits jeunes. Puis on va garder en fait les plus vieux pour faire du Java. Parce que, en principe, certains, on est soit front office, soit back office dans sa vie de développeur. On a des affinités, soit on aime faire des IHM, soit on aime faire des algos. Mais en principe, c'est rare en fait de trouver des développeurs. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de collègues dans ma vie, et souvent en fait, ça se décide. On préfère faire l'un ou on préfère faire l'autre. Et donc on s'est dit, bah super, on va organiser l'équipe comme ça. Surtout que ceux qui préfèrent le JS aiment bien faire des écrans. Ceux qui aiment bien le Java aiment bien faire de l'algo. Parfait. On va faire 2 équipes. Et ouais. Et là, en fait, vous avez une espèce de truc au milieu où tout le monde pense avoir fini. Tout le monde laisse un bout de truc en attendant l'autre. Et en fait, il n'y a jamais rien qui est fini. Donc très rapidement, au bout de 5, 6 semaines, 7 semaines, ouais, on a réorganisé en fait pour que les gens en fait aillent du bouton jusqu'à la base de données. Enfin, en tout cas, être plus en développement vertical que cloisonné en fait en 2 équipes. Donc ça, on a réaménagé. Alors là, c'est le retour d'expérience. C'est peut-être très lié à l'équipe. En tout cas, chez nous, ça n'a pas marché d'isoler en fait des coups en couches. En fait, c'est comme si on disait, il y en a certains qui font la DAO, d'autres qui font les JSP. Ça n'a pas marché. En tout cas, chez nous, ça n'a pas marché. Et il manquait tout le temps un bout de truc. En fait, c'est côté graphique. En fait, on était côté écran. En fait, il manque 2 propriétés dans mon JSON, machin, nan. Et puis côté back, tu penseras me le mettre. Et puis dans l'autre sens, tiens, je t'ai mis ça à disposition. Et puis en fait, on se retrouvait jamais. Donc le retour, en fait, on a réorganisé l'équipe. On a gardé la même équipe, on a juste réorganisé. Et du coup, il y en a certains qui sont devenus un peu plus jeunes, obligés de faire du Java. Et puis toi, tu étais du JavaScript. Et puis toi, tu as été un peu plus vieux. Ouais. Alors dans les trucs, les bonnes pratiques, le truc bien qu'on a fait, c'est l'intégration continue. On a monté tout un même genre de truc qu'on va avoir avec sur un stack typique Java. Alors on a une intégration continue, on a un Jenkins qui s'occupe de lancer les tests unitaires, qui nous sort des métriques, qui fait de la construction automatique de projets, il déploie automatiquement sur nos serveurs d'intégration et de recettes, et de la gestion de dépendance. Alors on a mis Bower pour gérer les dépendances, donc un peu la partie Maven de gestion de dépendance en fait, dans l'analogie avec Maven. Et de l'autre côté on a mis Grunt en fait, qui va être un peu, faire encore l'analogie avec Ant. En fait. Et ces deux choses-là réunies, ça nous permet vraiment de construire des projets proprement, et Karma pour lancer les tests unitaires, enfin un test runner assez sympathique. Donc on a tout ça sur un Jenkins, même en local. Et tout se construit et tout est intégré, comme Java en fait. On reste, on les a pas trop perturbés, ils ont leur métrique, j'ai 20% de couverture de code, et tout ce qu'il faut. Ça c'était super important pour nous d'avoir des tests unitaires et des métriques comme ça, c'est que JavaScript ça se compile pas. Et une méthode qui saute parce que le copain n'a plus besoin ou l'a renommée, et moi je l'utilise ailleurs, on ne le voit pas tout de suite. On le voit, c'est quand je clique sur le bouton et undefined. Donc voilà, donc c'était super important pour nous de mettre en place toute cette intégration-là. C'est valable à peu près pour tous les langages en fait. Ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de projets en fait qu'on arrive à faire. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de projet en fait qu'on fait sans intégration continue. Alors après, on a différents niveaux dans l'intégration continue. On n'est pas non plus des ayatollahs des métriques, etc. Pour moi, il y a une bonne métrique, c'est la couverture de code. Le reste, c'est du détail. Enfin, c'est du détail. Enfin, la métrique principale, c'est mon code doit être couvert. Je dois assurer que le métier marchera toujours. Après, je ne l'ai pas forcément écrit avec l'accolade au bout, mais plutôt en retour. Bon, c'est un détail, enfin, c'est la syntaxe, enfin, c'est joli. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, ce que je dis, c'est si mon code est couvert, j'assure une chose, c'est que mon métier marchera dans le temps. Donc ma maintenance, elle est assurée. Après, je peux écrire tout sur une ligne si je suis un gros bourrin, mais autrement. Donc on a la même démarche en PHP, on a la même démarche. En fait, c'est d'essayer d'industrialiser, même des projets des fois que l'on reprend et qui ne sont pas industrialisés. La première chose, c'est de les mettre en fait sous monitoring, donc sous une intégration continue pour pouvoir builder. Oui. Pour faire la couverture, vous avez utilisé quoi en JS pour la couverture? Couverture 1, ouais. Qui ressort des rapports en fait au format, je sais plus quel format. Je pourrais te faire voir en fait.
sort des exemples. trucs en HTML. C'est Carmack. Alors Karma en fait est la glue au milieu qui permet de lancer ça, ouais. C'est le plugin Karma Cobertura, je sais plus quoi. On pourra regarder, mais c'est ce que vous connaissez aussi en Java. Et c'est très visuel, très simple, c'est un tableau. Alors, dans les failures, je l'ai volontairement mis dans les failures pour être un peu provoque pour ceux qui font un peu d'Angular. Angular, il y a un truc qui est magique, c'est les directives. C'est un truc fabuleux. C'est des directives, en fait, pour ceux qui font des JSP, c'est des tags lib. C'est absolument génial et on a envie d'écrire des directives. Il y a une envie qui prend les développeurs d'écrire des directives et là, tu es obligé de le tenir. Tu n'écriras pas de directives aujourd'hui. Très concrètement, en fait, écrire des directives aujourd'hui, juste qu'est-ce qui fait de la JSP? Qu'est-ce qui bosse sur des JSP ou qui a bossé dans un passé assez proche? N'ayez pas honte, hein, levez les mains. Non, il y a le droit. Hein. Et qui a écrit une tag lib dans sa vie? Ouais. Ça fait très 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 longtemps, et souvent on se rend compte qu'on a un peu réinventé la poudre parce qu'elle existait déjà juste à côté. Donc en tout cas le retour, pour moi, le retour économique, le retour projet, en fait, les directives, vous en avez plein qui existent sur GitHub. Donc si vous voulez un bouton truc qui vous le fait à l'envers en chinois, bah, il y a de fortes chances que vous le trouviez sur GitHub. Donc prenez des composants existants, prenez des directives existantes. On en a réécrit quelques-unes. Date et heure, c'est qu'on n'était pas très fort au départ et qu'on n'a pas réussi à intégrer comme il faut des directives existantes. Je pense que si c'était à refaire, on ne les réécrirait pas. On prendrait la bonne chose, les bonnes directives et puis on paramétrerait quelque chose. Alors qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il y a deux trucs qui sont tout le temps aussi galères en informatique, les dates et les accents. Donc ça nous a fait réécrire un bout de directive pour rien, avec 3000 try catch en fonction du format du truc du machin. Au final, on n'a pas dû la réécrire. Et une par contre que l'on n'a pas trouvée. En fait, on était là côté développement Java, JSP, etc. On était très habitués à travailler avec la tag lib de Spring Security, les any-granted, if any-granted, etc. Ça c'était super pratique en fait pour mettre des bouts de code conditionnels. Et là on n'a rien retrouvé côté Angular sous forme de directive, donc on a réécrit la directive. On a réécrit une petite directive qui permet en fait de popularité ou pas, de générer le DOM ou pas, en fonction de si l'utilisateur est granté. Parce que vous avez une option, c'est masquer, c'est bien masqué, mais bon, c'est pas super secure. Et l'autre option, c'est carrément pas le générer. Donc on a choisi en fait de travailler, c'est la seule directive qu'on utilise au quotidien. Et on va peut-être en avoir une autre sur la partie reporting, rapport en fait, pour inclure un composant rapport sur tous les écrans et qui soit générique. En fait, ça évite de réécrire. Oui, Sébastien. Ouais, question justement, enfin, c'est le point noir, c'est là quand on fait de l'Angular, je pense. Au début c'est facile, puis après on se rend compte que des fois on est obligé de commencer à écrire des choses comme ça. Ouais. Ou pas. Enfin, ou pas. Hein. Alors justement c'est ma question, parce que ça bouge très vite l'écosystème autour de l'Angular. Est-ce qu'il était assez fourni par rapport à vos besoins ou... Au départ non, on a commencé en fait, alors le lien, on fera pas dingue en fait. Quand on est parti sur une version bêta d'Angular. On a dit on lance 500 jours de développement, c'est la version bêta. On y va. Bon, c'est pas très grave, voilà, on a lu quand même pas mal de choses, etc. Le projet est soutenu par Google, les deux fondateurs du truc tiennent bien la marée, etc. Donc, et je te dis, il y avait vraiment quelque chose de différent de tous les frameworks qu'on a vus jusque-là en fait. Enfin, donc on y allait. Et par contre, on a fait les montées de version, que ce soit des composants, que ce soit d'Angular. Au fur et à mesure, en fait, grosso modo, le week-end d'après les sorties, en fait, c'est intégré. En fait. Donc on a vraiment suivi, on a pris les bugs en même temps qu'eux, mais d'un autre côté, on n'a pas créé en fait, d'écart en fait, avec les stacks. Mais du coup, c'est-à-dire que les composants, c'était quelle complexité à peu près par rapport à l'application que vous aviez développée? Parce que... parce qu'il y avait des trucs hyper complexes qui du coup auraient nécessité le développement de directives spécifiques. Non. Enfin aujourd'hui on a une appli avec plus d'une centaine d'écrans qui sont garnis, qui sont riches. Alors après on a aussi beaucoup travaillé à simplifier le métier et à essayer de décortiquer le métier pour réduire ça. Les écrans, on avait filé des règles à l'utilisateur, enfin au client en fait on avait dit pas plus de 10 champs par écran. Donc du coup, il est obligé de répéter tous ces écrans qui étaient hyper fournis, hyper complexes. Et du coup, en fait, ça passe bien. On a cassé toutes les pop-up, enfin la plupart des pop-up, on les a dégagés. On peut faire des écrans wizard en fait pour les utilisateurs. Et du coup, en fait, on a peu d'écrans avec une grande complexité. Il y en a certains qui sont
costauds, mais qui ne sont que des assemblages de beaucoup d'inputs avec. Mais là, Angular gère très bien. Alors bon, au bout de 300 inputs, il commence à péter un câble, mais d'un autre côté, 300 inputs pour un utilisateur, je commence à remplir mon écran. Donc non, il n'y a pas eu... Non, bah, c'est vrai qu'en fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de composants à disposition et d'avoir une restriction, c'est de ne pas écrire tout et n'importe quoi, bah, ça nous a permis vraiment de simplifier les écrans, en fait, enfin, aller à l'essentiel. Alors la pop-up de pop-up et trucs, ouais, mais au final, en discutant un peu avec le client, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée, les écrans sont plus ergonomiques, quoi. Après, aujourd'hui, ça va, il y a tous les composants qu'il faut, enfin, tout ce qu'on trouve, autocomplétion et tout, on a tout ce qu'il faut. En fait, il faut vraiment réfléchir directive à partir du moment où tu as beaucoup de réutilisation de la même chose. C'est-à-dire qu'un écran complexe ne nécessite pas forcément une directive. Je pourrais vous montrer des écrans très complexes, en fait, qui tiennent en 10 lignes ou 12 lignes d'Angular. On fait des calendriers perpétuels, en fait, c'est 12 lignes en Angular. En fait, vous bouclez dans un sens, dans un autre. Alors, il faut bien préparer les objets à l'arrivée, c'est justement, on va y venir tout à l'heure, mais vous pouvez faire des écrans complexes. Écran complexe n'est pas égal à directive. Directive, c'est un composant réutilisable. Donc en fait, le nombre de fois où vous allez avoir besoin d'un composant réutilisable qui n'existe pas, alors il faut fouiller un peu sur GitHub, etc. Mais on n'a pas trop, le retour, parce qu'on n'a pas trop eu besoin d'aller faire ça. Bon, tout à l'heure j'ai un peu mordu sur le slide, je parlais des tests unitaires. Ouais. Alors, on a Karma pour le test runner en fait, qui va nous exécuter les tests sur différents navigateurs, il lance un petit serveur. Et comme framework de test, en fait, on a choisi Jasmine. Framework de test, c'est des mots, Cognito, quoi. Vérifier qu'une méthode a bien été appelée, combien de fois elle a été appelée, avec tel paramètre, tout ça. On a eu un peu de mal à tester les callbacks. Les callbacks. Ah bah oui. C'est pas quand je t'appelle, tu me renvoies ça, non. Il y a un petit peu plus de réflexion sur une callback parce que c'est une méthode anonyme et tout. On a réussi en final. Ce qui est super bien, c'est qu'on arrive vraiment à tester qu'on traite bien les données quand on les a retournées, quand le serveur nous les a retournées. On a des belles métriques. Alors avec Covertura pour afficher ça dans Jenkins. En dev aussi, on a un petit fichier HTML qui est généré avec des métriques un peu jolies de couverture de code. On vérifie la présence, c'est systématique, c'est le test minimal, c'est vérifier la présence d'une méthode. C'est vraiment ce qui remplace la compilation. Aujourd'hui, si on n'a pas ça, on est mort. Enfin, je refactor, je renomme une méthode et je vois pas que le copain il l'a utilisé dans un autre service, on est mort. Donc c'était vraiment un prérequis et c'est à l'heure d'aujourd'hui encore un prérequis, mais on ne fait pas toujours du TDD. Se mentir. Mais au moins tester que la méthode est présente. C'est un minimum, ça nous coûte une ligne de code, ça nous évite plein de problèmes. Des heures et des heures en fait. Et du test cross-navigateur. Bon, Karma, il lance un fantôme sur le serveur, puis il lance un IE, un Firefox, un Chrome, et il lance les tests success sur tous les navigateurs. Ça nous a permis de détecter quelques petits bugs sur IE8. Sur des petits algos métiers pas complexes, mais des petits trucs, des petites subtilités qui évitent sur les arrêts et tout ça. Donc, je trouve que c'est super intéressant et super important aussi de le faire. D'autant plus que c'est hyper simple en fait pour tester en multinavigateur. En fait, le principe c'est que Grunt va vous démarrer un petit serveur sur un port machin, et dans votre navigateur, localhost 2.91.0.36, et en fait, il vient interroger le Grunt. Et Grunt lui injecte tout le code JS pour exécution. Donc en fait, vous pouvez le tester avec votre téléphone, vous connectez au truc en fait, et vous avez l'exécution que vous avez testé dans Safari. Et vous avez les rapports de test en fait qui ressortent sur Grunt. Donc ça c'est super pratique en fait, ça veut dire que vous n'avez rien besoin particulier, enfin si ce n'est lancer le navigateur. Et ça il s'est lancé à peu près, il y a des launchers à peu près. Ouais, et puis après derrière avec Jenkins on peut automatiser tout ça. Ouais. Bon, on n'est pas allé jusque là en fait, retester toutes les nuits sur tous les navigateurs, etc. Là, c'était plus à la charge de l'équipe en fait de travailler régulièrement, en fait, de revérifier régulièrement, ou à la charge des vieux de dire aux jeunes « T'as pensé à lancer IE8 ? J'ai l'impression que ça marche plus. » Ah ouais, t'as raison, et puis l'appel d'accueil. Parce qu'il y avait une demi-virgule en trop, parce qu'il y avait... On était pas nés quand IE8 est sorti. Dans les failures, en fait, les choses qui sont pas...
on s'est pris les pieds dans le tapis, clairement, je suis en train de me prendre les pieds dans la prise. La gestion de la sécurité. C'est assez différent puisque finalement vous avez deux applications. Vous avez une application qui est l'application Angular, en fait, qui va être lancée dans un navigateur. Alors, pour les profanes d'Angular, en fait, c'est comme si vous aviez Flash. Vous connaissez Flash. Quand vous lancez une appli Flash, en principe, vous téléchargez toute l'appli et vous exécutez. Ben, en Angular, en fait, c'est la même chose. C'est du single page application. Donc, vous téléchargez tout. Et ensuite, vous avez tout. Vous avez le JS, vous avez le HTML, etc., etc. Vous avez tout. Alors, vous pouvez faire du lazy loading de composants, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous avez tout. Donc, à partir de là, c'est sur votre navigateur, ça s'exécute, vous avez votre appli. Vous pouvez tirer le câble. Si vous n'avez pas besoin de data, ben, vous vous baladez d'écran en écran, vous avez tous vos écrans, tout est là. Donc, on revient à faire du client-serveur. Ceux qui ont connu le client-serveur, c'était pas des... sauf qu'on avait une socket sur la base de données, en fait. Là, en fait, on a une socket qui est ouverte en fait, vers du REST, vers un serveur REST. Et donc, la sécurité, ça veut dire que vous avez deux applications à gérer. Une, c'est le front, qui doit aller s'authentifier quelque part. Le quelque part doit mémoriser qu'un front est venu, et puis il faut continuer à échanger. On l'a plutôt, enfin, je trouve qu'on l'a plutôt mal envisagé, et on est en train de retravailler ces éléments-là. C'est pas simple, en fait, parce que ça change pas mal la donne pour une simple application de gestion. On n'est pas non plus en train de parler d'une énorme application. Donc en tout cas, voilà, on a, à mon sens, en fait, les travaux que nous avons à faire, ça va être d'isoler encore un peu plus les services liés à la sécurité. Aujourd'hui, ils sont très liés à l'application métier. Je pense qu'il faut les ressortir quand on est dans des contextes comme ça. Et puis, ce que je disais, confusion entre authentification, autorisation, en fait, il y a des choses qu'on n'a pas super bien gérées et en fait, qui nous demandent du refactor aujourd'hui. Il y a quelques éléments comme ça, en fait, où on n'était pas forcément habitué à les envisager de cette manière-là. Et ça fait partie des choses, en fait, qui sont à améliorer, en tout cas. Tu parles du basic auth, là. Vous êtes passé par du basic auth ou par des cookies de session? On est passé par des cookies de session. On avait essayé, en fait, on était à tâtons, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On a tenté du auth également, on a tenté un peu tout, bon, on est encore en train d'y réfléchir. Ça marche pour l'instant, mais je pense qu'on va... La sécurité, ça sert à quoi? C'est bien un le mot de passe, non? C'est pas ça. Bon, alors pour les succès, pour revenir à des trucs un peu plus fun, les DTO. Bon, au début on a eu un peu de mal parce que c'est lourd à écrire les DTO. C'est des fois un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais lourd. Juste lourd à écrire. Mais bon, ça nous permet de renvoyer vraiment juste les données qu'on a besoin pour l'écran et pas renvoyer les fetcher. Et un des avantages aussi, ça nous a fait réfléchir un peu aussi sur la construction du modèle métier, c'est que je vais avoir besoin de ça pour populer mon DTO, peut-être que, réorganiser le modèle métier un peu plus proprement pour éviter d'aller fetcher 50 tables pour remonter 2 champs. Parce que vous aimez bien ça, fetcher des grappes, on est très Très raisin. Voilà, nous tout à plat, c'était plus facile pour transférer ça, c'est plus facile après à manipuler, à arriver dans l'écran, que d'avoir des grosses grappes d'objets et source d'erreur, source de point. On sait que c'est des mauvaises pratiques. Bon, il y a la fiabilité de l'information aussi, on a vraiment que ce qu'on a besoin, et si j'ai besoin d'un autre champ ou d'une autre donnée, on va la rajouter dans le DTO. C'est pas très compliqué et ça allège aussi les transferts entre le client et le serveur. C'est pareil, c'est encore l'histoire de la grappe. Et c'est beaucoup plus facile à moquer. Moi j'écris mon JSON, je moque, je suis pas obligé de réécrire une grosse grappe d'objets juste pour écrire un pauvre test unitaire ou tester parce que le serveur n'est pas encore développé. Ouais. Donc ça a été vraiment un plus. C'était vraiment un plus les DTO et c'est pratique. Et dans l'autre sens, en fait, ce truc-là a failli être une failure aussi. C'est qu'on est parti en fait en disant, non, on va pas réécrire des DTO, on va pas réécrire des POJO, on va pas écrire des DTO pour mapper un truc qui est égal. En fait, si. Est-ce que ça peut être des fois intéressant d'alléger l'objet Java pour justement que l'objet JSON soit vraiment beaucoup plus simple en fait?
Bah, autour. D'alléger l'objet Java, donc de repenser ton modèle métier. Ouais, en fait, de faire différents mappings entre le Java et le JSON pour alléger différentes DTO du coup. Ouais. Voilà, alléger. Non, enfin, dans tous les cas, on aura besoin du même nombre, enfin des mêmes données. Ouais. Donc, par contre, on a des DTO qui sont quasiment équivalents entre eux, mais parce qu'il y en a un plus simple pour un autre écran, l'autre c'est le même mais avec 10 champs en plus. Ouais, mais c'est pour un autre écran. Enfin, on a quasiment un DTO par écran. Quoi. En fait, le retour, c'est qu'il vaut mieux écrire plus de DTO que d'essayer de péter ton modèle métier pour qu'il ressemble à tes écrans. Du coup, des fois, quand il y a un DTO qui a plusieurs listes, qu'il y a vraiment beaucoup d'objets. Non, ça, on a Déjà ça, t'es sur la mauvaise voie. Je dis pas que ça n'existe pas, mais déjà je te dis, et comment est-ce qu'on pourrait reformuler autrement pour que tu pètes la gueule à ton DTO plutôt que peut-être ton projet? En fait, t'es mieux à aller chercher un DTO si tu as besoin d'une liste ou d'afficher 2-3 listes. Nous, qu'est-ce qu'on fait on a un écran comme ça en fait où on a des données et 3 listes. Alors, on va chercher, on lance 4 appels, on va chercher l'objet du haut, puis les 3 listes. Mais on n'a pas construit un DTO avec tout parce que je trouve ça beaucoup plus simple à appréhender. Et vraiment, c'est vraiment le point en fait. Essayez pas d'imaginer, c'est vraiment, quand on vient de la JSP pure et dure, moi j'en viens, en fait on avait vraiment le Pojo en fait, et puis le Pojo, grosso modo, c'était la JSP, elle pompait dans le Pojo tout ce qu'elle pouvait, et puis on allait à la 8e machin, et on retirait les lazy, les trucs, les machins. Là en fait, c'est essayer d'envisager le truc autrement, c'est des petits objets. On a moyen d'envoyer pas mal d'appels serveurs. De toute façon, on sait qu'on est en asynchrone, c'est de l'Ajax côté Angular. Donc en fait, les callbacks vont populer au fur et à mesure les vues. Et du coup, en fait, c'est dans le bilan, hein, mais ça permet en fait d'envisager, c'est assez marrant en fait, on envisage beaucoup plus par le métier, par le comment vont être les écrans, plus que par la base de données. Alors ça, c'est un peu fumant comme concept, mais je trouve qu'on est plus proche du métier que de la base de données. Ça veut pas du tout dire qu'il ne faut pas du tout envisager la base de données et concevoir le modèle objet côté Pojo. Mais par contre, en fait, je trouve le besoin est plus approché par le métier. Il y avait une question. C'est parce qu'on n'est pas de cible mobile. De cible Mobile. Si. Si, parce que dans une cible mobile, si tu fais 15 000 appels serveurs, tu as la latence réseau qui est bloquée. Je vois que dans le fond, là-bas, ils sont dans l'exagération. 15 000 appels serveurs. Non, mais tu fais 2-3 appels, en fait. Enfin, là, c'est ça. Et de toute façon, quand ton écran est plus complexe, vu qu'en Angular, tu rafraîchis que les points, en fait, on a un modèle de vue état. On utilise ces routeurs. Donc, tu rafraîchis que les parties qui t'intéressent. Donc, c'est rare que tu aies 3... Enfin, je pense que les écrans où on a 3 appels, c'est déjà le maximum. Enfin, c'est ça. Mais sur le principe, on reste d'accord qu'il faut limiter les retours serveurs sur un écran. Je suis d'accord. Mais oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est toujours ce curseur-là, en fait, où est-ce qu'on le place entre le moindre et puis la complexité de ton DTO. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a peu, en fait, de charges sur les échanges. Et après, il y a aussi le contexte d'utilisation, en fait, où on est sur du mobile, mais où il y a du débit. Par contre, je suis d'accord avec toi, ici, on fait 15 000 appels, même 14 999, c'est... Voilà. Bilan pour conclure notre présentation. Alors moi, j'ai envie de dire, enfin, on arrive à des niveaux d'application côté utilisateur, exactement comme ce qu'on faisait il y a 15 ans. En fait, j'ai eu l'impression, quand on a rencontré le monde des servlettes, enfin moi, quand j'ai rencontré le monde des servlettes, je suis revenu autant de DOS en fait. C'était compliqué pour avoir, je ne vous parle même pas de drag and drop, parce que ça les utilisateurs ne savent pas ce que c'est. Donc c'est pas grave si on ne l'avait pas en web. Mais en fait, faire des écrans en fait avec des. Bah ouais, ils savent pas ce que c'est, ils sont rendus au bout du tapis. Je peux pas le pousser où? Non, mais en tout cas, en fait, on arrive à des écrans qui ressemblent vraiment à ce que moi je connaissais en Delphi, en VB, en fait, des trucs qui bougent, qui clignotent, etc., où on peut projeter du métier, en fait, et où le métier est interactif. Enfin, si je demande à la plupart d'entre vous, alors, sauf des fans des ayatollahs de JSF, c'est mort, mais c'est pas grave, mais avoir des écrans un peu interactifs, je parle pas du tout du truc du sapin de Noël, mais des écrans un peu interactifs, c'est-à-dire qui répondent au métier,
des autocompletes, etc., enfin des choses un peu plus sexy et qui permettent à l'utilisateur de prendre une décision rapidement sur son écran, sans 15 000 allers-retours serveurs, rafraîchissement de page, machin, bah en fait, ça, en fait, je trouve, avec l'arrivée du monde des servlets, on est revenu vraiment en arrière. Là, je trouve qu'on retrouve, en tout cas, moi, c'est ce que je retrouve, c'est des applis il y a 15 ans où on pouvait proposer des choses qui étaient assez interactives. Alors, c'était du client lourd à l'époque. Là, c'est du client semi-lourd. En fait, le runtime, c'est le navigateur. Pour le faire court, votre runtime, c'est votre navigateur. C'est lui le moteur V8, enfin le moteur JavaScript V8, machin. C'est lui le runtime, donc tout le monde l'a. Il n'y a pas besoin de l'installer. Il n'y a pas de problème avec Apple. Ça fonctionne. Mais au final, voilà, on arrive à des choses assez sympathiques pour les utilisateurs, pour les développeurs aussi, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on va venir bouleverser un peu les pratiques, quoi. Donc, derrière ça, également, en fait, c'est un écosystème nouveau pour faire la même chose. Pour moi, on est obligé de réinventer un nouveau truc pour faire à peu près la même chose que ce qu'on faisait il y a 15 ans. Alors là, c'est le point de vue du développeur un peu grincheux. Mais on réinvente tout un écosystème avec du grunt, alors qu'on avait Maven, avec du machin, alors qu'on avait des trucs, du bidule, alors qu'on avait etc., etc. On avait des langages qui fonctionnaient plutôt bien. Et en fait, c'est notre métier, hein, on s'adapte, on change. Mais en tout cas, en fait, on fait un écosystème pour revenir à quelque chose que l'on avait, je pense, déjà. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes runtime, mais on va pas très très loin, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses assez révolutionnaires, avec les doigts, on pilote le machin, le truc, je sais pas quoi, etc. On vient faire des applis de gestion, en fait. Comme je disais, c'est vrai, ça va bouleverser les pratiques des développeurs, JSP et tout. Ouais, donc l'écosystème change, l'environnement, mais il faut bien à un moment donné, quoi. Il y en a quelques-uns parmi vous, peut-être tous, en fait, qui bossaient déjà sur des projets Angular, alors autres que projets perso, en fait, des projets boulot. Ouais. C'est à moins d'1 an, en fait, et on a déjà une dizaine de personnes passées. Sûr et certain. Dans les failures, dans les choses auxquelles il faut faire gaffe, ce monde est encore jeune, vous tombez des fois sur des bugs, c'est pas d'où il sort, et le mec dit « Ah si, c'est bon, attends, bouge pas, je recommit, machin. » Ouais, bah t'es juste en train de committer le composant machin sur lequel toute mon appli est basée. Bon, c'est un peu, c'est un peu des fois rock'n'roll, on a eu des choses avec Grunt ou avec Bower, en fait, ouais, d'accord, alors quand t'as ce message-là, non, mais ça veut pas dire ça, en fait, mais retélécharge le truc et remets à jour ton... Bon, c'est quand même un petit peu rock'n'roll, on est vraiment sur du edge, ça marche bien, en fait, on a eu moyen d'aller jusqu'à de l'industrialisation et ça tourne bien. En tout cas, on n'a pas de problème particulier. Par contre, en fait, voilà, vous n'êtes pas en train d'installer l'IDE Borland, vous l'installez même sur la Lune, il tournera tout le temps. Il met un temps à démarrer, mais par contre, il tournera tout le temps, le truc. Là, c'est quand même un peu plus border. Et par contre, en termes de perf, ça tourne super bien, en fait. Il y a eu des versions de Node.js qui fait pas mal de CPU. Mehdi a grillé sa carte mère hier. Mais autrement, non, ça tourne bien. Dans les trucs aussi, que c'est un peu jeune, j'ai eu le problème la semaine dernière. Un mec qui a viré sa librairie GitHub. Ouais. Alors là, Bower, tu peux la chercher, la librairie. Le mec, il a pruné son repos GitHub. C'était CryptoJS, un petit projet. Il l'a pruné, et là, tu galères pour trouver d'où ça vient, quoi. Voilà, enfin, c'est juste la jeunesse du truc, quoi. Enfin, je pense qu'il faut qu'il monte des registries, Bower, tout ça. Mais bon, au final, le rendu, c'est juste super top. Ceux qui font de l'Angular, qui ont essayé le rendu, vous avez vu le site du Jug. Ouais. C'est un site de référence. Super. Mais nous, on parle de tout. Ah, pardon. Ah, on disait que le site du Jug était super. Et l'open source, tout le monde peut contribuer. S'il y en a qui veulent poncer la grue, parce que le logo, on l'a perdu. On l'a qu'en petit, alors. Ouais, le rendu client est vraiment top. Côté équipe, en fait, c'est ce qu'on fait. Enfin, moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans. En fait, on a des technos, ça change. Nos clients nous imposent d'autres choses. Et puis, c'est plutôt sympathique, en fait, de voir d'autres modes de fonctionnement. Tu parlais tout à l'heure de la partie mobile. En fait, on a, j'anticipe un peu sur le slide d'après, mais ça se projette aussi très bien sur du mobile. Et donc du coup, en fait, ça nous permet aussi de faire de l'appli de gestion pour du mobile avec ces technos-là. Et là, vous l'avez compilé sur Android et iOS. Ouais, le truc click play. C'est avec PhoneGap ou en application
l'application web Fanga. Avec, Cordova. Et si c'était à refaire, c'est déjà refait. Ouais, on a déjà récidivé, en fait, on a déjà lancé d'autres projets web mobile pour de l'application de gestion. On a déjà lancé des projets purs mobiles, en fait, où on va décliner sur du Windows Phone, etc., où on n'a pas besoin d'avoir la feature de je suis en 3D et en plus je vois en transparence ma grand-mère. Donc on n'a pas besoin des trucs natifs. En fait, c'est de l'application de gestion, en fait, de présentation de données, de clics, de navigation. Et là, en fait, je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que c'est performant ou pas performant de faire des applis JS mobiles. En tout cas, pour le besoin de performance que nos clients expriment, ça fonctionne très très bien. On a vraiment des choses, en fait, des choses très bien. Et je pense, enfin on en reparlera et on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que là, il y a 10 personnes qui ont levé la main pour des projets Angular. Je paye des bières, pas à ceux qui ne feront pas du Angular dans un an, mais je pourrais presque prendre le pari, je pense que tout le monde en fait aura gravité autour de ça. Sauf à bosser dans des boîtes hyper pas cool, c'est en bas dans les slides des sponsors. Non, il n'y en a pas, ils n'étaient pas dans les slides. Mais en tout cas, ouais, je pense que on est vraiment à un changement et les clients, de toute façon, quand ils vont y goûter, ils vont le vouloir en fait. Le rendu est tellement génial et tellement agréable que ça. T'as des questions, Mehdi? Enfin, je te renvoie, mais si tu as des questions sur Java, j'ai encore un peu. T'as rajeuni ou Tu veux rester chez nous? Ouais, non, je passe chez vous. Oui. Pas trop de soucis au niveau des montées de version, notamment entre la 1.0.x et la 1.2, avec notamment quelques changements sur les intercepteurs, les caractéristiques. On avait des jolis tests unitaires et bon, c'est monté. Il y a eu quelques tests complétés, puis on les a corrigés. C'était assez rapide en fait. On n'avait pas touché aux animations. On n'avait pas touché aux animations en version bêta, sachant qu'en 1.2, en fait, elles arrivaient en version revisitée. Et puis, pour rien cacher, en fait, les animations dans une application de gestion, les logos qui partent comme ça, les machins, les trucs. Ouais, tous les trucs, les formulaires qui partent en explosion, ça c'est top ça. On a voulu le mettre, les clients disent non, vous arrêtez vos conneries, vous m'embêtez. Le client est roi. Donc, non, par contre, en fait, moi je sais pas, j'ai dû en faire une dizaine, une quinzaine, en fait, on suivait vraiment les releases mineures. En fait, ils publiaient tous les 15 jours, 3 semaines sur la sprint et on suivait, là même sur la 2, en fait, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, on a monté. Il y a un endroit qui nous a obligés à committer. En fait, moi j'ai repoussé un truc sur leur repos en fait, qui a proposé un patch. Mais on était un peu borderline. Enfin, moi j'étais un peu borderline. Je fonctionnais sur le code système, mais il y avait un bug. Vous n'avez pas suivi avec les 1.1? Si, ouais. Par contre, en fait, on a travaillé sur les 1.1, machin, et il n'y a que à la 1.2, en fait, on a fait la bascule. Mais par contre, ouais, il faut suivre. Je pense réellement, en fait, il faut suivre. Il faut suivre, et les tests unitaires te disent de toute façon si ça passe ou si ça passe pas. Si t'as une bonne, enfin, je sais pas la couverture de code, on doit avoir 70-80%. Donc en fait, tu les prends les bûches. Tu les prends rapidement avec 80%, et puis de toute façon, en fait, quand tu cliques dans ton appli, tu le vois aussi, en fait. Soit ça plante au démarrage, c'est un truc, ça plante au démarrage, machin, donc là, bon, tu sais pas où c'est et c'est galère. On l'a eu quelques fois. En principe, les tests unitaires nous permettaient justement de trouver les points en fait, qui merdaient et donc de recorriger. Ils ont amélioré en plus tous ces trucs-là, de ça plante au démarrage, donc ils mettent des petits liens, tu cliques, ils te renvoient sur le site, ils te disent ton module. J'ai fait comme il faut. Non, ça va, quand la montée de version se passe assez bien. Vous utiliserez la même architecture ou vous changerez quelque chose Côté front, non. Après, côté back, il faut que Node.js ou le reste. Sur mon projet, vous êtes parti sur la même chose? Sur les autres projets, non, en fait, on en a un qui est avec du .NET derrière. Là, c'est stack imposé par le client. Donc, on a un back .NET et un front Angular mobile. Et sur les autres... On a d'appli offline aussi. Beaucoup d'appli offline. Ouais, on charge des gros fichiers, en fait, un gros fichier de temps en temps, en fait. Et après, ça se démarre tout seul, ça doit pouvoir fonctionner offline. Non, aujourd'hui, il n'y a rien d'arrêté, en fait. La question, en fait, qu'il y a tout le temps, c'est, on en discutait ce midi, c'est
pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise techno. Il y a une techno en fait sur laquelle on va pouvoir trouver des compétences, faire des développeurs pour maintenir. Et à quelle vitesse on va pouvoir les faire monter pour prendre en charge le truc. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour moi le point le plus structurant sur une techno. On a vu plein de petites choses en fait autour de langage en fait, Ruby, Rails, machin, Ils sont certes sûrement très très bien, et moi j'adore, mais force est de constater que pour trouver du dev, du développeur qui puisse maintenir l'appli, parce que notre métier c'est de maintenir des applis, de faire vivre des systèmes d'information. C'est pas juste de développer one shot, et puis au revoir, le war il est sur le repos, ciao. Donc c'est ça en fait pour... Bah ouais, c'est pas ça, le comité s'est livré, c'est pas le... Bon, en tout cas voilà, donc... on repartirait sur les mêmes stacks, oui, après il n'y a rien d'arrêté, on pourrait moderniser en fait. Honnêtement, changer de Hibernate, JPA, machin, oui, pourquoi pas s'il y a quelque chose de mieux. Spring pour l'injection, oui encore, pourquoi pas s'il y a quelque chose de mieux. Peut-être sur la partie Spring MVC, en fait, pour l'exposition de la partie REST. Ouais, ce serait effectivement peut-être un point d'amélioration. Pour le reste, vraiment partir sur du Node.js, etc. Ouais, volontiers, mais là, trouver 25 développeurs JavaScript demain. C'est ça, hein, c'est concrètement, c'est ça aussi, on a aussi, alors là, c'est le directeur qui parle, il ne faut pas qu'on foute en difficulté les DSI. C'est-à-dire qu'on a certains DSI qui nous suivent, qui disent, bah oui, vous y connaissez, vous êtes super compétents, machin, nous on n'a pas trop de cadre normatif, hein, PHP, VB, Java, non pas VB c'est vieux, okay. Mais autrement en fait ils nous suivent, donc il ne faut pas qu'on les mette aussi dans une voie sans issue. Donc là, tu vois, on a pris un risque par exemple. Bon, voilà. Moi je l'ai assumé en disant oui, ok, on y va. Je pense que l'avenir de toute façon nous donnera raison. Et c'est pile ou face. Hein. Ouais. Des écueils particuliers avec l'intégration Cordova? Non, mais on a été très très light en fait sur cette intégration-là. Pour rien cacher, on a été très très light en fait sur l'intégration Cordova. Enfin, on a intégré le projet mais qui n'est pas fait pour du mobile. Aujourd'hui, en fait, le projet, on n'a pas une cible mobile. Le client aimerait bien que, donc on lui a intégré toute son appli, on est en phase de recette. Moi, j'ai cliqué vachement en fait, sur l'appli, j'ai fait vachement de cas métiers, etc. Non, mais d'un autre côté, je te dis, on utilise 0 fonction native du truc de l'appli. Donc après, ça reste du HTML, du JS, qui travaille comme dans un navigateur. Donc sur ce point-là, non. Et autrement, on a d'autres projets, en fait, mais là, j'ai pas de recul là-dessus. Sur PhoneGap, on a de la grosse intégration avec du pilotage, on met du son, du truc, du machin, du jukebox, etc. Et là, apparemment, ça fonctionne plutôt bien, en tout cas, on a livré. Et on a le PV. Donc le client a dû recéter, enfin, il s'en prend, mais le client a dû recéter. Non, c'est bon? Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions après le pot. Pendant le pot, ouais, pendant le pot. Mais d'abord, on va laisser la parole à Maxime.